Bienvenue sur Contes du sommeil. Ce soir, préparez-vous à plonger dans une affaire glaçante qui a secoué l'Amérique. Nous allons explorer les méandres d'une personnalité troublante, une toile de mensonges si complexe qu'elle défie l'entendement. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette histoire, car les rebondissements sont nombreux et les révélations à couper le souffle. Casey possédait un talent inné pour le discours et une capacité naturelle à mentir. Elle inventait des histoires de toutes pièces avec une telle conviction que tout le monde la croyait. Casey était une jeune femme pleine de vie, adorant faire la fête et s'amuser. Dès son entrée au lycée, il était rare qu'elle ne passe pas ses nuits entières dans les bars. Tous les 2 ou 3 jours, Casey ramenait à la maison un nouveau petit ami. Ses parents, eux, se contentaient de hausser les épaules, pensant que ce n'était qu'une phase d'adolescence rebelle qui passerait en quelques années. Puis vint le moment où Casey était sur le point d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires. Ses parents, du genre indulgents et soucieux de leurs enfants, savaient qu'elle aimait faire la fête. Ils décidèrent donc d'organiser une grande réception pour célébrer sa réussite. Ils louèrent un restaurant et des centaines d'invités se présentèrent. Après un certain temps, ses parents lui demandèrent où était son diplôme. Casey répondit qu'il fallait attendre encore un peu avant que l'école ne le délivre officiellement. Ses parents ne doutèrent de rien. Mais le temps passa et le diplôme ne se manifestait toujours pas. Ce n'est qu'en appelant l'école pour savoir pourquoi la délivrance tardait tant qu'ils découvrirent la terrible vérité. Casey avait échoué à la plupart de ses matières et ne pouvait donc pas obtenir son diplôme. Et pourtant, Casey avait eu l'aplomb de laisser ses parents organiser une fête avec des centaines de personnes et d'accepter des cadeaux et des félicitations de tous, sans la moindre honte. Voilà le genre de personne qu'était Casey. En 2005, elle découvrit qu'elle était enceinte. Elle avait alors 19 ans. Casey voulut avorter, mais la grossesse était déjà trop avancée. Elle dissimula la nouvelle à ses parents et à tout le monde en serrant son ventre et en portant des vêtements amples. Cependant, au 7e mois, il devait impossible de cacher sa condition. Ses parents le découvrirent, mais Casey affirma qu'elle ferait adopter le bébé juste après la naissance, car elle ne voulait pas l'élever. Ses parents s'y opposèrent vivement. Ils tentèrent de la convaincre, lui promettant de l'aider financièrement et de lui offrir tout leur soutien possible. Quand ils l'interrogèrent avec insistance sur l'identité du père, elle répondit de manière évasive qu'il était décédé dans un accident. Mais à vrai dire, plus personne ne croyait un mot de ce qui sortait de la bouche de Casey et l'identité du père du bébé restait un mystère. Il est aussi possible que Casey ait eu une vie sentimentale désordonnée, multipliant les partenaires, au point qu'elle-même ne savait pas qui était le père. Le 9 août 2005, Casey donna naissance à une petite fille qu'elle nomma Kaylee. La mère et la fille emménagèrent chez les parents de Casey, Monsieur et Madame Anthony. Malgré la présence de son enfant, Casey conserva ses habitudes de fêtarde, passant son temps à s'amuser avec ses amis et laissant la petite Kaylee à la charge de ses parents. Le 16 juin 2008, une violente dispute éclata entre Casey et sa mère, Madame Cindy Anthony. Madame Cindy avait découvert que Casey avait menti en disant qu'elle allait travailler pour qu'elle garde Kaylee, alors qu'elle postait sur Facebook des photos d'elle dansant et buvant dans des bars. La dispute fut terrible. Après cela, Casey déroba de l'argent et prit la voiture de ses parents, puis quitta la maison. 1 mois plus tard, M. Anthony reçut une lettre demandant le paiement d'une amende pour récupérer la voiture. Il s'avéra que Casey avait abandonné le véhicule sur un parking dans une autre ville, la police l'avait fait remorquer et avait contacté la propriétaire enregistrée, Madame Cindy Anthony, pour qu'elle paie l'amende et vienne la chercher. Lorsque les époux Anthony arrivèrent pour récupérer la voiture, ils furent choqués par l'odeur nauséabonde de cadavres qui s'en dégageait. Ils réussirent à contacter Casey et cette fois, elle accepta de répondre au téléphone, leur expliquant qu'elle se trouvait chez son petit ami dans un appartement. Madame Cindy se précipita chez Casey pour voir sa petite fille. Pendant tout le mois qui suivit son départ, Casey avait empêché sa mère de parler à sa petite fille, invoquant des excuses comme « l'enfant dort » ou « l'enfant est chez la nounou ». En arrivant, Madame Cindy ne trouva pas sa petite fille. Interrogeant Casey avec insistance, cette dernière affirma que Kaylee avait été enlevée 1 mois auparavant. Paniquée, Madame Cindy appela immédiatement la police.
Lorsque la police demanda à Casey où était sa fille, elle répondit que la nounou de Kaylee, nommée Zenaida Fernandez Gonzalez, l'avait enlevée 31 jours plus tôt. La police lui demanda comment elle avait connu cette nounou, Zenaida. Casey expliqua qu'un collègue, Jeff Hopkins, la lui avait présentée. Selon Casey, Jeff avait 2 jeunes fils et Zenaida était leur nounou. Elle emmenait donc souvent Kaylee chez Jeff pour que la nounou garde les enfants des 2. La police demanda l'adresse de Jeff Hopkins, mais après quelques recherches, ils se retrouvèrent devant une maison abandonnée, inhabitée. Les enquêteurs vérifièrent rapidement que la nounou nommée Zenaida n'existait pas et que Jeff Hopkins n'était qu'un ancien camarade de collège de Casey. Il n'avait aucun enfant et n'avait jamais travaillé avec Casey. Tout cela n'était qu'une pure invention. Le 11 décembre 2008, le corps de la petite Kaylee a été découvert dans un sac poubelle dans une zone boisée isolée à environ 1 kilomètre du domicile de Casey. Le corps était en état de décomposition avancée, mais du ruban adhésif était toujours visible autour du nez, de la bouche et du menton du crâne. L'autopsie a conclu à un homicide. Casey n'a pas alerté la police de la disparition de sa fille. Ce n'était pas elle qui a appelé les autorités, mais Cindy Anthony, sa propre mère. Aucune mère au monde ne pourrait rester indifférente à la disparition de son enfant de 3 ans pendant 31 jours sans contacter la police ni demander de l'aide. Une mère normale serait rongée par l'angoisse et ferait tout son possible pour retrouver son enfant. Pourtant, Casey a simplement haussé les épaules, expliquant qu'elle n'avait pas appelé la police car elle pensait pouvoir gérer la situation seule. Elle parlait d'un ton désinvolte, comme si elle avait perdu une veste et non sa fille. Pendant que sa fille de 3 ans était portée disparue, Casey n'en a parlé à personne et n'a pas cherché à la retrouver. Elle a fait la fête toute la nuit dans des boîtes de nuit et a posté des photos souriantes et radieuses sur Facebook. Le 3 juillet 2008, peu après la disparition de Kaylee, elle a décidé de se faire tatouer les mots « Bella Vista » sur l'épaule gauche, signifiant « belle vie ». Le tatoueur, Bobby Williams, a déclaré que Casey semblait très joyeuse et excitée à ce moment-là. Pouvez-vous imaginer une mère normale qui vient de perdre son enfant agir de la sorte? Dans le journal intime de Casey, daté du 21 juin 2008, le lendemain de la disparition de Kaylee, elle a écrit « Je ne ressens aucun remords, juste un peu d'inquiétude. J'ai pleinement confiance en ma décision. Je sais que j'ai pris la bonne décision. Je dois à tout prix obtenir ce que je désire. C'est la période la plus heureuse que j'ai eue depuis longtemps. » Quelle mère normale ayant perdu son enfant pourrait écrire de telles paroles? Elle a dissimulé la disparition de Kaylee, inventant toutes sortes d'histoires pour mentir de manière évasive à la police. Elle n'avait jamais employé de nounou pour sa fille. Elle a avoué avoir menti, mais a continué d'affirmer qu'elle ne savait pas ce qui était arrivé à son enfant. En écoutant l'appel au 911, nous pouvons entendre que Madame Cindy était extrêmement paniquée et inquiète pour sa petite fille. Pendant ce temps, Casey parlait d'un ton incroyablement détaché et insensible. Elle ne voulait clairement pas que la police s'implique dans cette affaire. Au cours de l'interrogatoire de Casey, elle n'a jamais montré le moindre signe d'inquiétude ou de chagrin. Même lorsque le corps de l'enfant a été retrouvé, des étrangers pleuraient, tandis qu'elle continuait de parler et de sourire à la police comme si de rien n'était. Au cours de l'enquête, la police a découvert des mèches de cheveux et des traces de saleté dans le coffre de la voiture de Casey. Bien que les résultats aient montré qu'il s'agissait du sang de la victime, ces détails n'étaient pas suffisants pour prononcer un verdict de culpabilité. Le jury a ensuite procédé à une analyse de l'air dans le coffre de la voiture pour déterminer si un cadavre en décomposition y avait été transporté. Les résultats, envoyés à l'Institut de recherche anthropologique de l'Université du Tennessee, ont confirmé qu'un corps avait bien été présent. Lorsque la police a examiné l'historique de recherche sur l'ordinateur de Casey, ils ont trouvé des mots-clés tels que « comment étouffer »,« comment réussir à étouffer » et « comment utiliser un anesthésique » que la police a ensuite retrouvé dans sa voiture. Le 14 octobre 2008, Casey a été inculpée de 7 chefs d'accusation, dont meurtre au premier degré, maltraitance aggravée d'enfants, homicide involontaire et faux témoignage. Mais elle a plaidé non coupable. En avril 2009, les procureurs ont annoncé leur intention de requérir la peine de mort contre Casey.
Lors du procès de Casey en mai 2011, ils l'ont accusé d'avoir drogué sa fille, puis d'avoir scotché son nez et sa bouche, la faisant suffoquer, avant de cacher le corps dans le coffre de sa voiture pendant plusieurs jours avant de le déposer dans la forêt. Cependant, l'avocat de Casey, José Baez, a déclaré que Kaylee était morte accidentellement par noyade dans la piscine familiale le 16 juin 2008. Baez a ajouté que George Anthony, le père de Casey, l'avait aidé à cacher le corps. Baez a également défendu sa cliente en révélant que Casey avait été abusée sexuellement par son père et son frère, plaidant qu'elle avait dissimulé la mort de sa fille de la même manière qu'elle avait gardé ce secret pendant si longtemps. Monsieur George Anthony a fermement nié les accusations de Joes. Le procès, une véritable épopée judiciaire, a duré environ 6 semaines. Le verdict final, rendu le 5 juillet 2011, fut diffusé en direct et captiva des millions de téléspectateurs à travers tout le pays. La salle d'audience était bondée et une foule immense s'était amassée devant le tribunal, avide de connaître le dénouement. Après 10 heures et 40 minutes de délibérations intenses, les 12 jurés de la Cour d'appel du 9e circuit de Floride ont prononcé l'acquittement de Casey Anthony des chefs d'accusation de meurtre et d'homicide involontaire. Elle fut uniquement reconnue coupable d'avoir menti aux autorités, écopant d'une peine de 4 ans de prison et d'une amende d'environ 4 000 $. Grâce au temps déjà passé en détention préventive, Casey fut libérée le 17 juillet 2011. Jennifer Ford, l'une des jurées, confia par la suite qu'ils avaient tous pleuré et ressenti une profonde détresse après avoir rendu ce verdict. « Je ne dis pas qu'elle est innocente, mais simplement qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves », expliqua-t-elle. « Si vous ne pouvez pas prouver un crime, vous n'avez aucune base pour déterminer une peine. » L'ADN de Casey n'a jamais été retrouvé sur le ruban adhésif ou sur aucun autre objet pertinent. 10 ans plus tard, de nombreux jurés ont avoué que cette affaire les hantait encore, convaincus que justice n'avait pas été rendue pour la petite Kaylee innocente. L'un des juges de l'affaire confia même que chaque fois qu'il entendait le nom de Kaylee, son cœur se serrait. Pourtant, Casey Anthony, elle, ne semble absolument pas hantée par cette histoire. Au contraire, elle a su tirer parti de l'attention médiatique, se transformant en une sorte de célébrité. Elle a accordé de nombreuses interviews, déclarant avec défi qu'elle se moquait de ce que les gens pensaient, qu'elle vivait très bien et dormait paisiblement chaque nuit. Cette affaire me révolte au plus haut point et comme la plupart des gens, je suis profondément convaincue que Casey Anthony est coupable. Le fait qu'elle mène une vie insouciante et provocante est pour moi absolument insupportable. Bien qu'elle ait échappé à la prison, je suis persuadée qu'elle n'échappera jamais au jugement de la société. Car si la justice humaine ne s'accomplit pas toujours, il n'y a personne en ce monde qui puisse échapper à la loi du karma. Si cette histoire vous a touché et vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne Contes du Sommeil et à partager cette vidéo. Votre soutien est précieux. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Vos avis nous intéressent énormément.